Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, est-ce que quelqu'un dans le chat peut nous mettre si vous nous entendez bien? On va être ensemble pendant une petite heure sur un sujet extrêmement important qui concerne le développement de la collaboration au sein des équipes et on va collaborer. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous mettre dans la conversation si vous entendez bien, de façon à ce qu'on ne parle pas dans le vide? On va être ensemble pendant une heure pour travailler sur ce sujet et nous sommes deux intervenants, mais je vais nous présenter juste après. Alors, on va travailler cet après-midi sur la collaboration et c'est un point que je vous propose qu'on clarifie d'abord, parce que quand on parle de ce sujet avec nos clients et nos participants, très souvent on se rend compte que c'est un terme valise. Et donc, dans le webinaire qu'on va animer avec vous, qu'on va partager, on vous propose de clarifier trois notions: la coopération, la collaboration et la coordination, hein. Et si on regarde par rapport à ces trois notions, ça concerne le fait que nous, humains, on a une capacité impressionnante à être capable de travailler ensemble, hein, avec un objectif commun et à partager un certain nombre de choses. La coordination, c'est chacun apporte à un moment donné du process quelque chose. C'est-à-dire, j'ai besoin que Thomas me donne quelque chose pour le donner à Aline. La coopération, c'est chacun va apporter quelque chose qu'on va mettre en commun. Et la collaboration, ça va être à un moment donné, on va travailler ensemble par rapport à quelque chose. Et très souvent, on aura un mélange des trois. Donc là, on va parler de développer la collaboration, mais c'est aussi améliorer la coordination, la coopération. Et on va voir qu'en fonction des différentes situations, ça peut être très différent. Dans le webinaire, on va aborder plusieurs dimensions. Ça peut être au sein d'une équipe, et on se rend compte qu'il y a besoin d'aider la collaboration, la coordination et la coopération dans l'équipe. Ça peut être avec d'autres équipes, qu'elles soient internes ou externes. Ça peut être dans des projets transverses. De plus en plus, on est amené à travailler avec des équipes d'autres organisations, d'autres métiers. Et ça peut être aussi bien collaborer au quotidien sur les activités récurrentes que de façon ponctuelle. Et c'est clair qu'en fonction du sujet, on ne va pas aborder les sujets de la même manière. Et de façon à être cohérent avec nous-mêmes, cet après-midi, il y a deux intervenants, deux praticiens qui vont collaborer. Et donc, vous avez, je suis Jérôme Bequet et je vous présente Thomas Laboret, avec qui on a collaboré pour concevoir ce webinaire. Thomas, je te propose de te présenter, ensuite je vais me présenter et puis on rentrera dans le vif du sujet. Si vous avez des questions ou des points, le chat est là pour ça. L'intérêt, c'est qu'on soit interactif, poser des questions, partager votre expérience. Enfin, on va collaborer ensemble. Thomas, c'est à toi. Bonjour à tous, ravi de vous découvrir. Comme l'a très bien dit Jérôme, mon nom est Thomas Laboré. Je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Blooming Partners, qui a fêté la semaine dernière ses 10 ans et qui est spécialisé dans l'innovation managériale. C'est-à-dire que notre métier consiste à dire, on en a encore eu une illustration criante ces dernières heures, ces derniers jours avec l'élection américaine. Le monde est un monde de grandes incertitudes, bien plus que dans notre enfance, par exemple. On avait la guerre froide, certes, c'était très inquiétant, mais c'était quelque chose d'installé. Là, on ne sait pas quel Covid, quel Gaza, quelle Ukraine va nous tomber sur la figure à n'importe quel moment. Donc évidemment, c'est très compliqué pour les organisations de s'y retrouver. Et nous, notre boulot, c'est de dire, il y a plein de gens qui ont réfléchi depuis longtemps. Il y a des tas de modèles que vous n'avez pas mis en œuvre dans votre entreprise, modèles d'organisation, modèles de management, modèle de stratégie, modèle de finance, etc. Nous, on va regarder avec vous quelle pièce de Lego on peut piocher dans ces modèles et quels sont ceux qui vont pouvoir bien s'encliqueter dans votre modèle à vous. Qu'est-ce qui va pouvoir bien le suppléer, le compléter. Et donc, évidemment, ça nécessite une capacité à être à l'écoute de tout ce qui se passe, ça nécessite une capacité à s'adapter et à pouvoir faire rentrer, et pas avec un gros chausse-pied, mais avec beaucoup de soin, des idées un peu innovantes dans beaucoup d'organisations très différentes. Donc il est évident qu'on ne le fait pas tout seul. Donc très vite, et pourquoi j'insiste là-dessus, parce que c'est un bel exemple de collaboration, on a fédéré autour de Blooming Partners la communauté d'affaires Buddy Tree, qui comporte aujourd'hui 27 organisations. Donc, ce n'est pas des freelances, ce n'est pas des individus, c'est des entreprises de services professionnels
dont, à l'image de Jérôme, les dirigeants, les fondateurs, les structurants sont des amis personnels, donc des gens avec qui on a fait un bout de chemin ensemble, et ce bout de chemin s'est avéré fécond. Donc, Buddy Tree n'est pas une structure juridique, c'est pas une personnalité morale, c'est une métamarque sous laquelle interviennent donc toutes ces entreprises de services professionnels, dont le but est d'accompagner non seulement la survie, mais la prospérité des organisations dans ces périodes extrêmement chahutées. Donc voilà qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Alors, ce que l'on a mis dans le support que vous pourrez télécharger, hein, c'est quelques éléments concernant Blooming Partners, et puis quelques éléments que vous pourrez lire tranquillement, mais ce qu'a dit Thomas, c'est tout à fait ça, et quelques éléments effectivement sur Bodytree. Nous concernant donc Ecos Concept, alors ça fait quelques années de plus que je suis dans le monde de la formation. J'ai créé Ecos Concept au siècle précédent, hein, mais au bout d'un moment, faut pas dire depuis combien de temps on fait les choses. Et notre positionnement, c'est de venir renforcer la capacité, hein, parce que la formation, c'est un moyen, mais l'objectif, c'est bien de rendre les personnes encore plus capables de. Hein, on intervient aussi bien sur les modalités, la formation, des parcours pédagogiques, la gamification, du conseil, etc., que sur les sujets. Et c'est là où, effectivement, avec Thomas, on se retrouve. Et on va plutôt intervenir sur l'aspect pédagogie, atelier, formation, rendre plus capable. Là où, si je polarise, Thomas va plus intervenir sur avancer sur les sujets en question en s'appuyant. Et on est bien sur un cercle complémentaire. Et il y a trois éléments sur lesquels je vais revenir dans le webinaire, et c'est bien le côté pédagogue. C'est une bonne formation, un bon atelier. Oui, la réaction, c'est important, mais surtout, c'est important, c'est l'apprentissage et le transfert, c'est-à-dire qu'il y ait des résultats. Le deuxième point, c'est on n'apprend pas forcément de l'expérience. Dans l'expérience, on vit des expériences, mais on est là pour aider à faire le tri, à regarder ce qui fonctionne et ce qu'on pourrait faire. Et le troisième point, et on est en commun avec Thomas, c'est comme ça que je l'ai rencontré. On est tous les deux des aficionados, des fanas du jeu de rôle, du jeu de société, du jeu de stratégie. On utilise dans nos interventions le meilleur du jeu pédagogique, du serious game et de la gamification. Voilà, donc ça c'était pour présenter. Maintenant, revenons un petit peu, on va travailler sur plusieurs accès. Un, la collaboration. Deux, finalement, les éléments sur lesquels travailler. Un modèle pour choisir les actions les plus adaptées. Des exemples. Et puis ensuite, on vous laissera du temps pour poser des questions, échanger et partager. Mais tout au long de ce webinaire, posez des questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Thomas, je te propose de nous faire un peu le portrait actuellement de ce que tu constates concernant la collaboration dans tes différentes interventions. Absolument. J'ai déjà un peu défloré le sujet tout à l'heure. Tac, tac, faut que je trouve la bonne planche. C'est vrai. C'est la 10. La bonne planche, la voilà. Voilà. On l'a dit, on voit que la géopolitique retrouve un niveau d'instabilité qu'on n'avait plus beaucoup vu depuis la fin de la guerre froide. Notamment parce qu'il y a une multipolarisation du monde, etc., et qui s'accompagne de ruptures technologiques très fréquentes. Enfin, on a eu coup sur coup, là, en 3-4 ans, on a eu la blockchain et tout ce qui va avec, les crypto-monnaies, les NFT, on a eu les métavers qu'on fait un peu flop, on a l'intelligence artificielle générative, et on a plein de choses comme ça qui percolent. Là, on focalise un peu sur les technologies de l'information, mais il se passe également plein de choses dans l'industrie additive, dans les biotechnologies, dans la robotique. Donc oui, ça rejoint de l'informatique, mais c'est moins sur le soft et c'est plus sur le hard. On a des robots qui sont capables de faire des choses absolument extraordinaires sur le plan physique. Donc tout ça vient transformer notre schéma mental de qu'est-ce qui est possible pour nous, pour nos clients, pour nos concurrents et même pour nos actionnaires. Donc ça devient très compliqué d'avoir une vision stratégique un tant soit peu à terme, parce que les déterminants d'une décision stratégique vont être complètement remis en cause dans un temps très court après le moment où on a déterminé qu'ils étaient importants. Donc, comment faire une vision stratégique un peu long-termiste dans un monde aussi instable? Et puis,
même si on dit c'est pas grave, du coup je vais simplement naviguer et je vais bien voir où j'arrive, c'est pas forcément beaucoup plus simple parce que la sociologie évolue aussi beaucoup. Les clients ont un rapport au produit, à la marque, à la détention versus à la jouissance, au fait de payer, à l'abonnement versus le forfait versus le one shot, etc., qui est en train d'évoluer. Les collaborateurs, c'est pas tellement que leurs attentes vis-à-vis du monde du travail évoluent, que les millennials ne veulent pas travailler, je ne sais pas quoi, ça c'est des résumés extrêmement simples. C'est plutôt que démographiquement, du fait de l'allongement de la vie, de l'allongement de l'âge de départ à la retraite, etc., on voit qu'il y a 6 générations démographiques qui cohabitent, qui sont vivantes en même temps, dont 4 qui travaillent ensemble. Et donc, les petites différences de représentation mentale de ce qu'est le travail, ce qu'est l'emploi, ce qu'est l'économie, ce qu'est la subsidiarité, ce qu'est la subordination, ce qu'est l'entreprise, ce qu'est le revenu, ce qu'est le succès, ce qu'est la performance, etc., on ne peut plus ignorer que ces visions sont différentes. Quand il y avait 2 générations, on pouvait dire voilà, il y a les vieux, les jeunes, c'est pas grave. Là, il y a trop de différences. Et encore, là, je présente ça comme étant strictement stratifié par âge, mais c'est aussi stratifié par origine sociale, c'est aussi stratifié par origine culturelle. Donc, cette très grande mixité, elle fait que soit on accepte que le corps social se fractionne en micro-tribus qui ne se comprennent pas, et donc on est à l'opposé de la collaboration, ou bien on dit quel est notre bien commun et comment on fait pour réfléchir ensemble. Et puis, il y a un phénomène un peu nouveau aussi, qui est sur l'actionnariat. Il y a de plus en plus d'actionnaires qui sont soit jeunes, j'ai monté une start-up, j'ai gagné un peu d'argent et maintenant j'ai envie de continuer à m'intéresser à ce genre de choses, soit issus du monde de la gestion. Donc il y a eu l'hégémonie des fonds de pension depuis les années 80. Là, on a beaucoup de gens qui sont des actionnaires très avertis et qui disent je ne veux pas investir chez vous simplement en regardant la rentabilité, je veux investir chez vous en m'assurant que vous avez une proposition de valeur, un modèle d'entreprise, etc., qui me paraissent de nature à soutenir cette performance dans la durée. Et donc, même des investisseurs très prédateurs, très carnassiers, qui veulent beaucoup de rentabilité, se posent des questions de long terme de cette rentabilité et donc ont des attentes qui changent. Ce qui veut dire que pour prendre une décision opérationnelle, j'investis là-dedans, je recrute ce type de choses, je mets le paquet sur ce mode d'organisation, cette technologie, etc. Même là, c'est extrêmement compliqué. Donc, évidemment, beaucoup de gens se sont dit, c'est pas sorcier. J'ai qu'à réunir plein de gens qui viennent d'horizons divers de mon entreprise et peut-être du monde extérieur et croiser leurs points de vue. Oui, mais sauf que dire ça, c'est incantatoire. La réalité, c'est que la plupart des gens, ne sont pas si intéressés que ça aux résultats. Oui, je travaille dans cette entreprise, elle me verse mon salaire, je fais ce qu'on me dit. Mais alors réfléchir à la place des chefs sur ce qu'on devrait faire, c'est pas mon boulot. Et puis pourquoi subitement ça devient intéressant? C'est donc qu'ils ont plus d'idées. Est-ce que le bateau brûle? Est-ce que je dois m'en aller? Et puis même si on joue le jeu, il y a la crainte de est-ce que je vais pas me faire piquer mes idées par quelqu'un qui va tirer les marrons du feu à ma place? Est-ce que je vais pas dire des bêtises, surtout compte tenu de la complexité du jeu de contraintes qu'on vient d'évoquer? Est-ce que je vais pas donner l'impression que je suis arrogant, que je tire la couverture à moi, etc., etc. Bref, la peur est au cœur de tout. Et le problème de ça, c'est qu'on ne traite pas la peur dans l'entreprise. Dans des modèles très transactionnels comme les États-Unis, on va gérer ça en mode what's in it for me. Donc, je me fous de tes émotions. Qu'est-ce que tu fais pour moi et qu'est-ce que tu attends que je fasse pour toi en échange? Dans un modèle plus coopératif, plus solidaire, comme le modèle français, le sujet va plutôt être voilà le cadre qu'on va poser, voilà les modalités, voilà le process qu'on va mettre en œuvre, parce qu'à partir du moment où tout a été intellectualisé et les angles ont été arrondis, il n'y a plus qu'à dérouler.
Et dans les deux cas, on néglige complètement ce côté conviction personnelle et engagement personnel qui fait qu'en vrai, les gens ne le font pas. Alors, on va aligner, s'assurer que les objectifs de la direction générale et des collaborateurs sont compatibles. On va mettre en place des indicateurs de performance de la collaboration, des KPI, voire des OKR si on a lu les bons bouquins. On va essayer de gamifier les choses. Alors, pas à la manière de Jérôme, qui a des ressorts très intelligents et très neuroscientifiques. On va mettre en place des espèces de trucs où tu gagnes des points quand tu récupères des trucs. Et en fait, c'est très facile à hacker. Et bon. Bref, on va traiter le symptôme. On va traiter l'apparence que les gens sont cloisonnés, l'apparence que les gens ne se parlent pas. Et donc, on va faire plein de réunions très consommatrices de temps où les gens vont se parler et ça ne va rien produire. Et on aura dit, je ne comprends pas, j'ai tout fait pour la collaboration et pourtant, les gens ne collaborent pas. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut traiter la cause. Et puisque la cause, c'est la peur, il faut créer des conditions de sécurité. Il faut faire en sorte que les individus, donc il va falloir identifier lesquels, c'est pas facile, ou les groupes qui ont besoin de se sentir sécurisés, aient les conditions de le faire. Et une fois qu'un nombre suffisant, ou alors c'est pas que quantitatif, c'est aussi certains individus clés, se sentiront dans un environnement sécure, alors à ce moment-là, ces phénomènes, ces îlots de sécurité un peu épars vont finir par se connecter et il y aura, nous disent les systémiciens, un effet d'entraînement qui va finir, si Dieu nous prête vie, par s'auto-entretenir. Et c'est ça qu'on va essayer de viser. Alors, plus concrètement, ça peut quand même se planter. Ça peut quand même se planter parce que on va donc demander aux gens de travailler différemment et de ne pas trop tomber amoureux de leur mode de fonctionnement, même les modes nouveaux qu'ils ont imaginés. Et donc, cette capacité à retomber sur ses pattes en essayant des trucs et en admettant qu'ils ne marchent pas, c'est vachement compliqué parce que tout simplement, culturellement, on n'y est pas prêt. On ne nous a pas enseigné ça à l'école, on n'a pas vu ça dans nos modèles familiaux, on a peu l'habitude de fonctionner comme ça. Donc, on a beaucoup des convictions limitantes du type « s'il faut changer, c'est qu'avant, c'était pas bien », plutôt que c'était bien, mais le temps n'est plus venu. Si j'arrive pas à le faire marcher, c'est que l'idée est nulle. Ou c'est que je suis nul. Non, c'est qu'on n'a pas trouvé la martingale. On peut essayer autrement. Ça marcherait chez d'autres. Nous, il se trouve qu'on n'est pas prêt. Ou bien, il faut tout transformer, il faut s'attacher à rien. Et donc, du coup, on arrête de s'occuper du quotidien. Et donc, les gens qui ne sont pas engagés là-dedans, parce qu'ils viennent d'arriver dans la boîte et qui sont là pour apprendre, donc ils n'ont pas des masses de conviction, ou au contraire parce qu'ils sont plutôt en fin de carrière et qu'ils aimeraient bien un peu de stabilité, on ne va pas les engager là-dedans, on va les perdre, ils vont dire qu'est-ce qui se passe, je suis en angoisse, je vais me mettre en arrêt maladie. Tiens. Et puis les clients, ils vont dire mais attendez, c'est bien ce que vous faites, mais moi j'avais commandé un truc, je ne l'ai pas reçu, comment on fait? Donc vous allez réorganiser la chaîne de valeur, ça va être génial, mais moi pendant ce temps-là, je ne reçois pas mes commandes. Donc il ne faut pas que la transformation se substitue à la gestion du quotidien. Il y a aussi peut-être une résistance à l'idée de changer un certain nombre de nouveaux trucs, parce que si c'est si nouveau, c'est que c'est pas sec. Donc on va peut-être laisser d'autres gens essuyer les plâtres plutôt que nous. Et puis il y aura toujours des gens qui vont en tomber amoureux, trouver que c'est vachement bien parce que c'est nouveau, et d'autres qui, parce qu'ils ont un conflit de personnes avec la personne qui trouve ça génial, vont donc par contamination essayer de dézinguer l'idée. Il y aura des effets aussi avec ce côté test and learn, pareil, c'est vachement bien sur le papier, on essaye, on n'hésite pas, on n'a pas d'arrogance, on n'hésite pas à dire que ça ne fonctionne pas, à revenir en arrière, etc. Ça donne aussi le sentiment qu'en fait, personne ne sait où il va, qu'on essaye des trucs et leur contraire, et que voilà. Et donc, ça peut déclencher un phénomène, si c'est ça, moi, je vous laisse faire, vous me direz quand ce sera stable, et puis un certain cynisme, un certain esprit critique mal placé vis-à-vis de tout ce qu'on essaye. Et puis, n'oublions pas qu'on a aussi, malgré tout, chevillé au corps un culte de la performance, alors qu'on est en train de remplacer par ces nouvelles idées, mais qui fait que donc, celui qui a proposé plus d'idées, ou celui qui a eu une des rares idées qui fonctionne, etc., c'est peut-être qu'il est meilleur que les autres. Donc peut-être qu'il fait ça en fait avec des idées politiques derrière, ou peut-être que lui ne va pas pouvoir s'empêcher du coup de dézinguer les idées des autres qui pourraient le déloger de son piédestal de celui qui a tout compris, celui qui sait tout faire. Donc ça c'est problématique, mais c'est lié à des comportements.
C'est un problème systémique. Donc, il ne faut pas se dire, il y a des individus qui n'ont pas les bons comportements, un peu à la Khmer rouge. Il y a des ennemis de la révolution, ils sont infiltrés parmi nous, et donc il faut les éliminer. Et du coup, l'ordre naturel va reprendre ses droits et tout va bien fonctionner. Si on commence à raisonner ça, oui, on va certainement mettre des gens en grande souffrance, mais ça ne va pas résoudre le problème. Ce qu'il faut, c'est simplement collectivement se surveiller et se dire, nous tous, moi le premier, mais nous tous, on est probablement en train de faire une erreur, ne la faisons plus. Et ces erreurs, quelques exemples que vous allez tous reconnaître, un côté très incantatoire. On voit beaucoup de dirigeants qui, avec plein de bonne volonté, se disent il faut qu'on soit un employeur magnétique. Il faut qu'on attire et qu'on retienne les talents les plus excellents, etc. Il le dit et il y croit. Et il laisse les managers se débrouiller pour traduire ça dans leur business division d'une manière qui leur convient. Très bien. Mais ça crée aussi un vertige terrible. Ça veut dire quoi, magnétique? Il faut que je fasse quoi concrètement? On a dit des mots qui sont importants, on ne les a pas traduits. La parole n'est pas performative. Mais en France, on a une grande culture. On va blâmer un peu l'ENA, mais l'ENA est plus le symptôme que la cause. C'est parce qu'on raisonne comme ça qu'on a laissé cette classe d'Ixenarch se complaire dans ce mode de fonctionnement. On a beaucoup cette idée de l'incantation. Je l'ai dit, voilà, fiat lux, ça devient une réalité. Or, ça n'existe que parce qu'on mouille la chemise, que parce que ceux qui ont ces idées les incarnent, donnent l'exemple, renoncent publiquement à un certain nombre de comportements, sont observés en permanence dans le fait de ne pas déroger, épaulent ceux qui ont du mal à y arriver, etc. etc. Autre erreur, ça aussi c'est assez français, penser qu'il y a une seule voie. Le monde est une équation mathématique et nous, cartésiens, on a résolu l'équation. Donc voilà la solution, merci de l'appliquer. Or, les modes d'engagement des individus dans une voie vont être extrêmement divers. Et donc, il faut que chaque individu puisse trouver sa voie, quitte à se planter et à se rallier à une autre voie. Mais il faut que les voies soient plurielles, parce que sinon, on va perdre tous les gens qui ne se reconnaissent pas dans cette voie. Ou alors, ils vont faire semblant de s'y reconnaître en mode, bon, c'est ces pompes-là qu'il faut cirer pour être promu, j'y vais, mais ça ne fonctionne pas dans la durée. De même, il y a beaucoup de gens qui disent c'est assez simple. Ce qu'il nous faut, c'est de l'entreprise libérée, de la sociocratie, de l'intelligence artificielle générative, des hackathons. Voilà, on a trouvé une formule séduisante qui, dans l'absolu, est vachement bien. Et dire voilà, on la met en place et du coup, ça va tout résoudre. Non. Il faut une préparation. Il faut que les consciences disent oui, j'en ai besoin. Oui, ça répond à un réel problème. Et ça y répond opérationnellement, opératoirement. Et puis, du coup, comment je transitionne de ma façon de faire à cette nouvelle façon de faire? Comment je ne régresse pas? Comment je la fais à ma main? Il y a peut-être plusieurs façons, on le disait à l'instant, pluriel, de s'en emparer. Donc, on ne peut pas décréter. Il faut préparer, accompagner. Et puis, bien sûr, ça va changer les jeux de pouvoir. Ça va changer le qui fait quoi. Donc, il va falloir sérieusement réexpliquer les rôles, les responsabilités, comment on sait qu'on a réussi, c'est quoi les signes avant-coureurs qu'on est en train de se planter, c'est quoi les effets secondaires, les effets pervers qu'on voudrait éviter, comment on les détecte, comment on évite de tomber dedans. Et ça va se faire par des discussions collectives, collégiales. Ah ouais, t'as vu ça, toi? Ah ouais, moi, je ne l'avais pas vu. Écoute, ouais, merci, tu as essuyé les plâtres un peu pour moi, tu m'aides. On a beaucoup cette culture du management héroïque, du héros. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ouais, il avait 3 bateaux, ils ont été plusieurs, puis en plus ils n'étaient pas en Amérique. D'abord ils étaient dans les Caraïbes. Colomb a jamais foutu les pieds sur le continent et jusqu'à sa mort, il a continué à être convaincu que c'était l'Inde et qu'il n'y avait pas de continent intermédiaire. Donc le héros, ouais, mon œil. De plus en plus, on voit bien que et on le voit bien dans les jeux collaboratifs qu'on pratique au quotidien avec Jérôme, c'est l'équipe. Harry Potter, Luke Skywalker, ils s'en sortent parce qu'ils ont des potes. Luke sans Han Solo et sans Chewbacca, il fait rien. Et Harry sans Ron et sans Hermione, il fait rien. Voilà. Et Frodon ne détruit pas l'anneau. C'est le suicide de Gollum et Sam qu'il porte à bout de bras. Voilà. Le héros, il réussit parce qu'il a des potes. Ce qui le différencie du méchant, d'ailleurs. Le méchant n'a pas de potes. Il a des esclaves. Il a des lécheurs de bottes. Donc,
promouvoir des héros, inciter les gens à être des héros solitaires, qui résistent à la douleur, qui ne se confient pas, c'est une erreur fatale. Il ne faut pas la compétition interne parce que c'est le contraire de la collaboration. Alors, aussi, en voulant bien faire, on va dire, alors du coup, il faut que les gens se concertent. Donc, on va faire plein de réunions. Comment le sens-tu? Quelle est ta météo interne en ce moment, etc. Ça part d'un bon sentiment, mais ça passe un temps fou à ne pas être efficace. C'est plutôt, hé les gars, moi j'ai accumulé suffisamment de signaux faibles qui me donnent à penser que je suis paumé. Réunissons-nous pour que vous m'expliquiez si effectivement je suis paumé et comment je me dépaume. Est-ce que vous avez envie qu'on se parle? Mais organiser la réunion systématique tous les mardis matins parce que c'est mardi matin, ça n'a aucun sens. Une réunion, elle doit avoir une raison d'être. On est là parce qu'à l'issue de cette réunion, ceci doit s'être produit. On a dû produire un livrable, prendre une décision, recevoir une information, partager un savoir-faire et en sortir en étant devenu efficace, etc. Thomas, je vais jouer le maître du temps. Je propose qu'on avance un petit peu. Allez, avançons. Alors, comment on renforce la collaboration? Attends, c'est moi qui prends la main. Vous voyez, faut qu'on se coordonne. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, un des points, non mais vous voyez, c'est intéressant parce que hein, quand on co-anime une formation, il y a celui qui anime et celui qui fait sa montre en disant d'accord. Alors, non, et c'était super important et j'avais demandé à Thomas de faire un état des lieux et vraiment d'avoir ce recul. Maintenant, ce qui va être important, c'est de voir comment on va faire et pourquoi est-ce que ce webinaire, on l'a dédié aux responsables ressources humaines, aux responsables formation, etc. Mais c'est valable pour les managers, c'est valable pour les dirigeants, c'est valable pour les chefs de projet. On retrouve bien le fait qu'à un moment donné, on peut attendre que ça se fasse par les équipes, par la demande, mais très souvent, les RH vont se retrouver porteurs de ce sujet. Alors, ça peut être une demande de la direction, il faut développer la collaboration, ou ça peut être venant des métiers ou du terrain, la nécessité de renforcer cette collaboration. Et on va retrouver différents rôles. Et par rapport à ça, ces rôles-là, ils sont énormes. Or, ce qui va être important, ça va être bien évidemment de les mettre en œuvre, mais surtout de définir des plans d'action. Donc, ce qu'on vous propose là maintenant, c'est de rentrer dans le concrètement comment on fait. Et Voilà. un des premiers éléments, ça va être à chaque situation, c'est différent. Quand on parle de développer la collaboration, quelle est la situation actuelle? On a souvent cette demande. On voudrait développer la collaboration. D'accord, mais qu'est-ce qui se fait déjà? Et puis finalement, pourquoi est-ce que vous voulez la développer? Pour vous, la collaboration dans 3 mois, dans 6 mois, elle s'est développée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va rester? Parce que les personnes collaborent. Et après tout, si elles ne collaborent pas, d'où ça vient? Quelle est la cause des écarts? Elles ne collaborent pas parce que ce n'est pas valorisé, parce que ce n'est pas prévu. Et puis, très bien, mais qui va résister? Hein, si on demande aux équipes de collaborer entre elles, alors que les managers au-dessus, finalement, ils ont un intérêt à ce que chacun reste dans son silo, ben, il va falloir intervenir à différents niveaux. Et puis, toujours très important, capitaliser sur ce qui se fait déjà. Les humains collaborent. Et après tout, s'ils ne collaborent pas, il peut y avoir un certain nombre de raisons. Et donc, par rapport à ce webinaire, on a formalisé un certain nombre de causes. Je vais vous les présenter et ce qui nous intéresse, c'est que vous nous disiez ensuite, dans votre environnement, lesquelles sont les plus présentes. Alors, vous avez en premier type de cause tout ce qui concerne l'objectif et priorité. D'accord? Donc, vous regardez, vous avez ensuite tout ce qui concerne la culture, la confiance. Et à un moment donné, s'il n'y a pas de modèle collaboratif, si dans ma hiérarchie, c'est plutôt pour que je gagne, il faut que tu perdes, ça va être plus difficile de mettre en œuvre dans mon équipe cette collaboration. Le troisième point va concerner la façon de faire. Hein, on n'est pas habitué à collaborer, ou on ne s'y prend pas forcément de la meilleure des manières, ou on n'est pas habitué à la négociation collaborative, etc. Le quatrième point va concerner les outils, les méthodes, les règles du jeu. Mettre ensemble deux équipes qui ne travaillaient pas sur les mêmes sujets amène à ce qu'il y ait deux règles du jeu différentes. Quelquefois, ce sont les outils, mais ce n'est pas un outil collaboratif qui aidera les gens à mieux collaborer, sauf s'ils ne collaborent pas parce qu'il n'y a pas d'outils. Et enfin, dernier point, on va retrouver le manque de temps, la surcharge de travail ou un problème d'organisation individuelle. Donc, ce que je vous propose, c'est dans la conversation, dans le chat,
mettez les 3 ou 4 numéros, les 3 ou 4 causes qui sont les plus présentes, d'après vous, dans votre environnement. Alors, j'ai posé cette question sur LinkedIn et plusieurs personnes avec qui on interagit, qu'on connaît bien, ont commencé à nous répondre. Donc, ça serait quoi les 3 ou 4 les plus présentes dans votre organisation? Alors, vous qui regardez en replay, parce que beaucoup de personnes regardent nos webinaires en replay, posez-vous la question, chez nous, chez moi, dans mon équipe, c'est quoi les 3 ou 4 causes les plus importantes? Donc, allez-y, répondez, c'est parfaitement confidentiel, il y a que les personnes présentes qui voient ça et c'est pas enregistré dans le replay. Ouais, confiance. J'ai vos noms, hein. Donc ça va être cool, si on devait choisir en priorité. Ah oui, les 3 ou 4, là, OK. 1, 7, 8, 9, 10, 12. OK, très bien. 1, 7, ouais, 1, 7, 1, 2, 8, 9. 1, 2, 8, 9, ouais. 1, 4, 9, 12. D'accord. 11 et 12. Hein, oui, oui. Enfin, on retrouve effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent à juste titre, moi je suis pour la collaboration, mais quand on regarde le quotidien, la collaboration se fait principalement sur des urgences. Hein, Ouais, et c'est ça. on va revenir sur l'importance d'aider les personnes à sortir du run, de la prod, du quotidien qui tous les jours recommence. Et donc, ça va être important dans chaque situation, pour chaque contexte, on n'aura pas forcément les mêmes causes. C'est ce que disait Thomas, la solution unique qui marche pour tout le monde ne fonctionne pas. Allez, il faut que tout le monde collabore et grâce à l'outil machin, tout le monde va maintenant collaborer. J'ai des doutes. Enfin, en tout cas, il y a peu de chances que ça fonctionne. Alors, maintenant, si on veut avancer sur le sujet, on a prévu de vous partager un modèle pour justement, c'est un modèle intéressant, c'est un modèle qui permet d'identifier quelles sont les actions à mettre en œuvre. Alors, euh, j'interviens depuis des années, on forme chez Ecos beaucoup de personnes à la conduite du changement, la réussite du changement, le management du changement, et il existe un grand nombre de modèles, et dans les formations qu'on utilise, hein, on ne se sert pas du modèle que je vais vous présenter. Il est super intéressant, mais on ne s'en sert pas parce que ce n'est pas prioritaire. Mais là, pour ce webinaire, il est apparu prioritaire de vous le partager. D'accord? Donc, je vous présente le modèle et ensuite on fera le lien avec ce qu'on est en train de voir. Et ensuite, l'idée, c'est de s'en servir pour répondre à vos questions. Ce modèle, il s'appelle ADCAR. C'est un modèle qui est popularisé par ProSci. C'est un modèle qui existe depuis des années. Il y a plusieurs bouquins. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, grâce à ses lettres, identifie les actions à mettre en œuvre en fonction d'où en sont les personnes. Le piège étant de mettre, par exemple, une action qui sera adaptée au cas, alors que quelqu'un est dans le A. Présenter un outil alors que la personne ne voit pas l'intérêt de l'utiliser, on ne voit pas le bénéfice, c'est le meilleur moyen qu'il ne soit jamais utilisé. D'accord? Et donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter les 5 lettres, on va les présenter ensemble, ensuite quelques exemples, et on verra en quoi et comment ça peut vous aider par rapport au développement de la collaboration dans votre environnement. Donc, la première lettre dans le A, c'est l'awareness, la prise de conscience. Prendre conscience de. Déjà, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? En quoi il y a un écart? Pourquoi est-ce que c'est important? Et, et la prise de conscience peut amener à se mettre en mouvement. Mais ce n'est pas parce qu'on a pris conscience qu'on va forcément s'engager. D'accord? Et c'est là où toutes les activités pédagogiques, ludiques, de sensibilisation, pendant 5 minutes, je vis une expérience, permet aux personnes de faire prendre conscience du fait que dans l'urgence, par exemple, on a tendance à ne pas collaborer parce qu'on fait ce qui est devant nous plutôt que des choses moyen et long terme, telles qu'échanger, partager, co-construire. D'accord? Mais il ne suffit pas de prendre conscience. Je peux prendre conscience que c'est important de mieux collaborer. Le séminaire est fini, c'était bien, c'était chouette, et le lendemain, eh ben, je continue comme avant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre prendre conscience et avoir envie de, qui s'appelle l'engagement. Et réellement, dans ADCAR, ce qui est intéressant, c'est cette Ouais. différence. Hein, c'est passer de l'adhésion à l'engagement. Toutes les ONG, toutes les associations nous le disent. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à l'idée que c'est bien. Par contre, obtenir que le dimanche après-midi, on va aller sur la plage pour ramasser les poubelles, il y a quand même beaucoup moins de gens.
Hein. Le like sur LinkedIn ou sur Facebook, c'est très facile. Et c'est ce que disait Thomas, le what's in it for me. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Qu'est-ce que j'y gagne? Finalement, la collaboration, c'est très bien, mais quel intérêt, en quoi ça va avoir des bénéfices? Et c'est ce qu'il disait, objectif réaliste, des gains rapides, et puis montrer effectivement par l'exemple qu'en faisant ça, c'est mieux qu'en ne le faisant pas. Et c'est là où c'est important que les personnes se rendent compte que collaborer, c'est pas bien. Hein, on n'est pas sur l'aspect c'est bien ou c'est pas bien, Oui, c'est c'est qu'il y a ça. un vrai bénéfice à collaborer, mais collaborer, c'est pas j'arrête tout, je change tout et j'arrête mon activité et je vais aider mes collègues parce que mes collègues ils sont sympas. C'est en quoi la collaboration va me permettre et nous permettre d'être plus efficaces, de mieux travailler, de mieux satisfaire nos interlocuteurs. Le troisième point dans ADCAR, c'est le cas pour le knowledge, le savoir utile. Qu'est-ce qui va m'aider à? Et je vous le disais tout à l'heure, il ne suffit pas de faire pour développer ses compétences. Mais en même temps, toutes les personnes qu'on accompagne ont déjà collaboré. Et donc, plutôt que de leur apprendre ce qu'elles savent déjà, ça va être de formaliser, ça va être de renforcer, ça va être de travailler sur qu'est-ce qui peut vous aider concrètement à mieux réussir. Gérer les tensions, des tensions dans un collectif, c'est important. S'il n'y a pas de tension, le collectif ne progresse pas. Mais est-ce qu'on sort de la tension par le haut ou est-ce qu'on en sort par le bas? Quand on négocie, est-ce qu'on négocie de façon coopérative ou collaborative ou est-ce qu'on négocie en mode pour que je gagne, il faut que tu perdes? Et c'est là où en travaillant sur le savoir utile, ça va permettre d'aller plus loin. La quatrième lettre, c'est l'habileté, la capacité à. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de savoir, c'est qu'il y ait effectivement un résultat. Et on va utiliser tout ce qui est pédagogie active, cas d'usage, du team learning. La différence entre le team building et le team learning, c'est qu'un team building, à la fin, c'était bien, c'était chouette, on s'est bien amusé, on a couru dans la forêt, on a fait un truc en carton, on est tous créatifs, ouais, on collabore tous, ah, il était bien le jeu collaboratif, point. Le team learning, c'est ça, plus, ah oui, puis ensuite, on a identifié comment avec Michel, avec Kaline, avec Mourad, tout de suite, on va faire ça de façon à ce que. Et la plupart des formations actives et efficaces sont bien sur le D, le K et le A. Et un dernier point qui va être important, c'est le R de renforcement, l'ancrage. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'automatiquement on va changer. On a une capacité à résister. Ah tiens, pouf. On a une capacité à résister euh, en gardant nos habitudes acquises, qui fait que c'est parce qu'on va le faire plusieurs fois, revenir dessus, faire du retour d'expérience, que ça va permettre effectivement de passer de je sais à je fais sans avoir besoin d'y penser. D'accord? Thomas, il s'est fait éjecter, il revient. D'accord? Et donc, ce qui va être important, ça va être d'identifier où on en est par rapport aux personnes qu'on va accompagner, parce que si on met une activité qui n'est pas adaptée, on va passer à côté. D'accord? Donc voilà, en synthèse ce qu'on peut retrouver par rapport aux différentes lettres. Donc le A, c'est sensibiliser à l'importance. Le D, c'est quel est l'intérêt pour moi directement ou indirectement. Le K, c'est comment faire. Le A, c'est être capable concrètement de faire. Et le R, c'est devenu une nouvelle pratique qui fait qu'on n'a plus besoin d'y penser. Alors, est-ce que sur ce qu'on vient de vous présenter en termes Par expérience, les deux sujets les plus négligés, mais Jérôme l'a dit, c'est le D et le R. C'est-à-dire qu'on considère, et surtout dans le modèle français, qu'à partir du moment où les gens ont compris, ils vont se rendre à la raison et ils vont y aller. Et cette notion de désir, d'envie, de motivation, d'engagement, d'entraînement est souvent négligée parce que considérée comme je ne peux pas agir dessus. À partir du moment où j'ai agi sur l'intellect, ça n'a qu'à percoler. Or non, il faut s'adresser aussi au cœur ou aux tripes. Et Jérôme l'a très bien dit, le renforcement, parce que aussi, tant qu'on est dans un business as usual, on faisait comme si, on nous a dit de faire comme ça, on continue à faire comme ça. Ça peut donner l'illusion que les choses se sont enracinées. Mais si jamais il se produit une crise quelconque, un bouleversement quelconque, on va être en mode panique. Et en mode panique, par définition, on ne réfléchit pas. On revient sur des réflexes acquis. Et les réflexes acquis, ce n'est pas ceux qu'on vient de mettre en place il y a 15 jours, c'est ceux qu'on a fait
pendant 20 ans et dont on a essayé de se défaire. Donc les crises sont un bon test de est-ce que je régresse, est-ce que je reviens au mode de fonctionnement dont on avait dit qu'on ne voulait plus. Donc parmi les techniques, il y a des techniques qui consistent à provoquer la crise ou simuler la crise pour voir comment les gens se comportent. Et c'est là que les mises en situation et la gamification chère à Jérôme s'appliquent plutôt bien. Alors, il y a une question qui est posée, quelle relation avec la collaboration en équipe et ADKAR, qui est plutôt un outil d'accompagnement au changement? Absolument. Dans ADKAR permet d'identifier, on va montrer quelques exemples, d'identifier les actions à mettre en œuvre par rapport à ce qu'on veut développer en termes de collaboration. On ne va pas du tout se servir d'ADKAR dans la formation à la collaboration, mais ça va permettre d'identifier que, par exemple, chez des équipes qui ne voient pas l'intérêt ou qui ne sont pas sensibilisés sur le fait qu'il faudrait développer certains éléments, ça ne sert à rien de les former sur ce sujet. Donc effectivement, c'est une très bonne question, mais c'était juste un modèle pour identifier les actions les plus adaptées par rapport au contexte réel. C'est pour ça que maintenant, et moi j'ai choisi ADKAR parce que ça permettait d'identifier que si on a des personnes qui sont déjà dans je fais, peut-être ce qui manque, c'est le renforcement. C'est qu'on l'a fait une fois, deux fois, alors qu'on n'a pas accompagné. À l'inverse, ça peut être que, par exemple, les personnes sont tout à fait prêtes à le faire, mais comme elles manquent de temps pour le faire, si on ne les aide pas à récupérer du temps, ça ne changera rien. Okay, donc oui, oui, absolument. Si vous utilisez déjà ADKAR, c'était une légère distorsion de l'outil en termes de modèle de présentation. Alors justement, deux, trois exemples qu'on va illustrer, puis ensuite on répondra à vos questions. Premier exemple qu'on va avoir dans beaucoup de sujets, dans beaucoup de formations, dans beaucoup d'accompagnements, que ce soit le management d'équipe, de manager mon équipe, travailler en mode projet, intervenir à plusieurs sur un changement, on retrouve en haut à droite la matrice d'Eisenhower sur la gestion des priorités et l'immense majorité des personnes qu'on accompagne sont en mode urgence. Ils sont à droite dans un jour sans fin et finalement, ils collaborent, ils coopèrent, ils se coordonnent, mais tous les jours sur des problèmes actuels. Ils vivent ce qu'on appelle un jour sans fin. Tous les jours, je règle des problèmes. On collabore au pied du mur, avec des tensions qui montent. Alors oui, c'est important, mais si on ne les aide pas à sortir et à aller plutôt sur aussi de l'important et du pas urgent, ils sont très dans le run, dans la prod, et ça fait partie du quotidien. Mais on doit aller essayer dans le build, dans l'amélioration. C'est impressionnant le nombre de séminaires d'équipe qu'on anime de gens qui bossent ensemble tous les jours, et parce qu'on les fait bosser sur des ateliers courts, qui règlent des problèmes qui étaient là depuis un certain temps. Et donc, on va aider, on va travailler sur retrouver des moments où on va collaborer, coopérer en équipe, et pas uniquement sur les problèmes actuels, sur l'amélioration continue, sur du partage. Parce que sinon, on va être dans un phénomène qui a été amplifié par la Covid. C'est moi, je rencontre tout un tas d'équipes qui, la dernière fois qu'ils se sont parlé sur des sujets importants et pas urgents, c'était il y a un certain temps. Moralité, il va falloir aider à retrouver de la bande passante, anticiper, prioriser, ne pas tout faire. Sinon, on aura beau avoir toutes les intentions du monde, il n'y aura pas de collaboration ou de coopération. Parce que c'est comme en management ou en amour, il faut des preuves. Moi, tu me dis qu'on collabore, mais si tu m'appelles toujours à la dernière minute pour me demander un truc, ce n'est pas de la collaboration. Autre point, donc, et là, c'est terrible parce que cet oui. effet de on est tout le temps dans l'urgence, ça, comme tu le disais, c'est un jour sans fin, c'est Sisyphe, ça use, les gens s'épuisent et à la longue, des gens qui collaborent bien, qui sont efficaces pour régler ces problèmes d'urgence, comme ils ne se voient que dans des situations de stress, finissent par se détester. C'est les Avengers. À chaque fois qu'on se voit, c'est parce que la Terre va être détruite. Les mecs, je peux plus vous voir. Vous croisez dans les couloirs, m'angoisse parce qu'à chaque fois, j'ai peur que ça veuille dire que la Terre va encore risquer d'être détruite. Donc, je peux plus vous voir en peinture. Et c'est terrible, ça. Ça détruit de la collaboration à long terme. Et un bon exemple de l'autre, du triangle bleu, du triangle vert, du triangle favorable, c'est typiquement la stratégie d'entreprise. La stratégie, c'est vachement important, on est bien d'accord, mais c'est jamais urgent. Il y a toujours 10 000 merdes à gérer au quotidien. Et donc, je vois devant moi des COMEX qui repoussent, qui sont « Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on fait du cas Intel? Alors qu'est-ce qu'on fait avec le contrat bidule? Et qu'est-ce qu'on fait avec les taux de change qu'on changeait, machin ?» Et ça repousse
le côté justement, ouais, mais ok, peut-être qu'il faut qu'on se pose et qu'on dise, ben, notre boîte peut plus fonctionner comme ça, il faut qu'on change de marque, il faut qu'on change de modèle, il faut qu'on change de positionnement, il faut qu'on ferme notre filiale à Hong Kong, dont on est très fier parce que c'est un gouffre Afrique. Et ces décisions-là, ils refusent d'en parler. Et donc, ça paralyse à long terme la capacité de décision stratégique. Donc, il faut se créer, c'est ce que disait très bien Jérôme, ces espaces où on va se forcer à trouver le temps et pas simplement le temps chronologique pendant lequel on fait ses mails, hein, le temps de cerveau disponible pendant lequel on se consacre à dire ces sujets-là que j'ai jamais le temps de traiter, qui sont toujours sous le fond de la pile, traitons-les. Mais ça peut être très simple, ça peut être simplement dire on se prend 3 jours au vert où on ne parle pas du quotidien, on ne traite que ça. Ça peut suffire. Sanctuariser l'espace et le temps. Donc ça, c'est un premier point, et c'est vraiment un prérequis, renforcer la capacité à sortir du flux. On intervient beaucoup sur la gestion des tensions, la gestion des conflits, etc. Mais on travaille aussi énormément sur la prévention, ces tensions et ces conflits. Et c'est sûr, si je bosse avec Thomas et que je l'appelle que quand ça va pas et qu'on se pose jamais pour améliorer le jeu, on aura beau au début s'entendre bien, la situation, le problème qui était situationnel, va devenir relationnel. Quand, quand il verra mon numéro s'afficher, il fera pouah, il va encore me pourrir la vie. D'accord? Ce qui n'est pas faux. Non, mais alors, si, si je continue, autre point, effectivement, et là, il y a un vrai besoin dans notre culture française de développer ce qu'on appelle la négociation coopérative. Oui. D'accord? Parce que quand on va collaborer, on sort de son environnement. On va bosser avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs, pas les mêmes priorités, pas la même façon de bosser. Or, il y a vraiment, c'est dans les tensions qu'on se fait une opinion durable. Quand tout va bien, tout le monde est bon. Moi, j'ai eu des partenaires dans le passé qui parlaient de collaboration quand tout allait bien. C'est au moment où on n'a pas de temps, c'est au moment où ça se tangue qu'on va se faire une opinion durable. Et on a beaucoup, et je vous l'ai mis en haut à droite, 4 comportements qui sont la conciliation. Pour qu'on soit bien, je donne à l'autre et moi je perds, mais ça ne dure pas. On a la confrontation, pour que je gagne, il faut que l'autre perde. On a l'évitement, hein, on ne collabore pas. Et on a aussi le compromis. Trop vite, on arrive à un truc, allez, moitié-moitié, chacun est perdant. La négociation coopérative, ça concerne le fait de ensemble regarder une situation et d'essayer que chacun en sorte avec de la meilleure façon. Et bien, ça se travaille. Et je vous montre un exemple d'un jeu qu'on a créé il y a plusieurs années, qu'on utilise dans certaines formations sur la négociation coopérative à moyen et long terme. On ne l'utilisera pas dans les formations où on est sur la négociation au quotidien, mais là, c'est un jeu qui joue sur plusieurs tours et dans lequel le monde change, l'environnement change. Et on voit des équipes au début, oui, on collabore, on est ensemble, ouais, mais quand l'environnement change, il y a celles qui continuent à collaborer, puis il y a celles qui font désolé, hein, salut, hein. Moralité, 2 tours d'après, ça rechange. Ah ouais, mais celui à qui j'ai dit salut il y a 2 tours, ah, il faut que je coopère à nouveau avec lui. Ah ouais, d'accord. OK. Voilà. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de travailler par rapport à ça. Autre point qu'on va rencontrer, alors ça, c'est énorme, on le retrouve quand on travaille entre plusieurs équipes de la même organisation, on a beaucoup, on travaille chacun de son côté, on se court après et très vite, ça devient nous par rapport à eux. Nous de la compta, nous de la prod, nous de la formation, nous du terrain, nous du siège. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est d'intervenir à 2 niveaux. Premier élément, intervenir au niveau des directions. Alors, les directions sont très conscientes du fait qu'il faudrait collaborer. Sauf que la réalité de on collabore, nous, dans les équipes, on collabore, quelquefois, il faut le challenger. Souvent, collaborer, c'est bien sûr que je collabore. Je demande à mes équipes de faire ça. Et en réunion du COMEX, on collabore. Thomas, Tous les jours. On ne fait vu que qu'on est au ça. COMEX. On est tous dans le même D'accord. bateau et je dirais qu'on est one firm et on est focus avec des objectifs alignés. Voilà. Et puis aussi de travailler sur c'est quoi mieux collaborer. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, intervenir par équipe, par activité sur concrètement, par rapport à notre situation, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait évoluer, qu'est-ce qu'on change. Et quelquefois, ça peut être des apports de contenu, ça peut être partager des méthodes, ça peut être clarifier certains sujets, mais ça va être important de rentrer dans le détail. On a récemment un client qui nous dit, moi j'ai mis 2 équipes ensemble dans le même local de façon à ce qu'ils collaborent. D'accord? Et je leur dis alors,
Un an après, ça donne quoi? Bah, ils partagent la même machine à café, mais ils Oui. collaborent pas plus. D'accord, mais finalement, quel intérêt ont-ils à collaborer? Alors là, il y a eu un grand silence de notre client qui a fait: «Bah, non, mais ça serait bien qu'ils collaborent». On a fait un atelier avec les membres des 2 équipes pour voir en quoi c'était important de collaborer et on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas sur les mêmes projets, ils n'étaient pas sur les mêmes sujets, ils n'étaient pas sur les mêmes clients, sauf qu'ils partageaient des mêmes ressources et qu'il y avait un intérêt pour eux à collaborer sur s'organiser pour utiliser au mieux les ressources. Et on leur a conseillé de mettre en place des moments où ils se coordonnaient et ça s'est beaucoup mieux passé parce que là, ils avaient un intérêt à collaborer. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on met des gens ensemble qu'ils vont collaborer. Collaborer pour collaborer, parce que c'est une belle idée, c'est une belle formule, ça sert à rien. Et indépendamment de What's in it for me, c'est pas forcément faire preuve de mauvais esprit que de dire mais collaborer, pourquoi? Rien dans une entreprise ne doit être fait sans qu'il y ait une raison d'être. On se réunit, pas parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, ou alors c'est l'objet de la réunion. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que le distanciel a fait que, retrouvons des raisons de bosser ensemble. Mais ça va être préalable au fait qu'on se mette à faire un livrable ensemble. Parce que le livrable, il ne va pas être bon si on ne s'est pas vu depuis longtemps et qu'on ne se connaît plus. Et collaborer, oui, effectivement, il faut que mes collaborateurs soient tous alignés. Non, qu'est-ce qu'ils ont à trouver ensemble? Est-ce que c'est comment on se répartit l'espace? Est-ce que c'est comment on affecte une ressource rare? Est-ce que c'est comment je contribue à tes projets? Il faut que les gens, là aussi le Covid l'a montré, dans les périodes difficiles, les gens sont plutôt ingénieux, ils trouvent plutôt des trucs qui fonctionnent, simples et robustes, et ils sont plutôt de bonne volonté, ils n'essayent pas de planter la boîte après moi le déluge, etc. Donc il faut simplement les amener à clarifier, ouais mais ça va changer quoi pour toi? Ou quel problème ça va te résoudre. Donc, qu'est-ce qui te manque que ça va apporter ou qu'est-ce que ça va t'enlever qui aujourd'hui te pèse. Ce que tu évoquais, c'est qu'il y a ce qui amène à favoriser le changement, c'est deux choses. Le sens. Alors, qu'est-ce que j'y gagne ou qu'est-ce que d'autres personnes y gagnent à ce qu'on collabore? Et le deuxième point, c'est la sécurité psychologique. C'est s'il y a des problèmes, si ça ne fonctionne pas du premier coup, est-ce que ça se passera bien pour moi ou est-ce que je me ferai tirer dessus? Hein, mais enfin, dernier point qu'on voulait vous présenter, c'est aussi, ça peut être aussi, et de plus en plus on a ça, on est amené à travailler en équipe à des projets transverses. On a des habitudes dans nos équipes, et après tout, par moment, travailler en silo, c'est pas mauvais pour avancer sur des sujets, hein. Travailler en silo, dans la même équipe, mais comme il y a peu de collaboration ou des cultures projets ou des façons de faire qui sont différentes, le grand classique à ce moment-là, c'est de les former à la conduite de projet, ce qui est une mauvaise idée. Hein. En général, les personnes ont déjà des pratiques projets. On va plutôt être sur prendre conscience du fait que les repères qui ne sont pas communs amènent à des dysfonctionnements et ensuite de travailler sur sans tout changer. C'est quoi les repères communs qu'on doit partager et c'est quoi les moments collaboratifs? Il y a quelques années, moi, je suis intervenu pour un grand groupe français de distribution de produits dans le monde sportif. Des gens vraiment qui vont vite, qui sont à fond la forme, d'accord? Et ils se sont rendus compte que sur des produits de marque internationale, comme ils allaient très, très vite, chacun prenait le sujet, le développait. Dans certains cas, au bout d'un an et demi, on se rendait compte que le projet n'était pas faisable. Et quand j'ai audité, c'est qu'il n'y avait pas de moment où au début on se voyait en disant mais finalement ton projet, est-ce qu'on le continue ou est-ce qu'il est mort avant d'avoir démarré? On a déployé des kits pédagogiques dans l'ensemble des filiales produits qui ont mis en place ces quelques moments collaboratifs au début et à un certain moment, ce qui a réduit considérablement le taux de mortalité de ces projets après des mois, des semaines ou des années de développement. Et c'était tous des gens très compétents, très motivés, mais qui n'avaient pas ces moments de collaboratif. Ils étaient en mode coordination. On m'a demandé de faire ça, je le fais. Bah, tu as demandé au chef de produit, ce qu'il avait en tête? Tu as demandé aux gens qui produisent, si on pouvait réaliser? «Ah bah non, mais je lui demanderai le jour où j'aurai fini ce que j'ai à faire». OK? Voilà, donc on voulait vous présenter, différents éléments sans forcément donner des noms de clients, mais derrière tous ces éléments, il y a des clients. Maintenant, ce qu'on vous propose, hein, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, hein, développer la collaboration, c'est l'affaire de tout le monde, mais c'est énormément dans le giron des ressources humaines et de la formation et on a bien ces 3 dimensions. Améliorer la coordination, améliorer la collaboration,
améliorer la coopération. Alors maintenant, ce qu'on vous propose, c'est vos questions, les points sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne, de façon à ce qu'on puisse vous apporter des éclairages. Allez-y, c'est à vous. Hein, par rapport aux causes que vous avez évoquées, donc là, il y a plusieurs personnes qui ont répondu en donnant des causes. C'est clair qu'on mettra, enfin, vous ne mettrez pas et on ne mettra pas en place les mêmes actions. Donc on vous écoute. Enfin, on vous écoute. On va vous lire. On va vous lire. Donc, vous qui nous regardez en replay, hein, pareil, si vous avez des questions, rentrez en contact avec Thomas, avec moi, et puis on y répondra avec plaisir. Hein, parce que là, on a fait des choix. Hein, on aurait pu vous présenter une liste à l'après-vert des actions qu'on a réalisées, mais on a préféré prendre un peu de recul et vous présenter différentes dimensions. Pour l'instant, pas de questions, mais ça va arriver. Si on était avec des micros, il y en aurait plus, il y en aurait beaucoup plus facilement. Hein, je vois, mais je ne dirai pas quel est le prénom, que dans les personnes présentes, il y a quelqu'un que je connais bien. Hein, donc le sujet de la collaboration est un sujet. On a des choses prévues sur le sujet, d'ailleurs. Avez-vous des outils et stratégies de collaboration à mettre en place en mode asynchrone? Ah, bonne Thomas, question. excellente question. Ouais, c'est une bonne question. Le Covid a révélé tout le potentiel de bosser en asynchrone, qui est quelque chose qui avait déjà été découvert par les sociologues depuis belle lurette, puisque quand on a commencé tous à avoir ces charmantes petites choses dans nos poches, les jeunes se sont mis, plus que les professionnels d'ailleurs, à s'échanger des SMS, c'est-à-dire à s'échanger de l'information, pas sous la forme d'une conversation, mais sous une forme épistolaire. On était revenu au courrier d'avant. Ah, j'envoie des trucs. Alors que même les emails, qui n'étaient au départ que l'automatisation du courrier papier, étaient devenus très très vite une espèce de course à si tu m'as pas répondu dans la demi-heure, je te renvoie un email pour te relancer. Donc on avait, nous, professionnels, on s'était emparés du numérique comme étant un truc d'immédiateté. Et en fait, c'est des usages domestiques qui nous ont ramenés à mais non, en fait, la synchrone, c'est pas mal parce que je peux, dans la synchrone, prendre le temps de mesurer ma réponse, peut-être d'aller faire des recherches et en tout cas de ne pas répondre sous le coup de l'émotion. Au point que, aujourd'hui, c'est étudié par les sociologues, les jeunes échangent essentiellement en asynchrone, y compris en vocal d'ailleurs. On voit, ils sont là, ils enregistrent un truc, et puis ensuite ils écoutent la réponse, et puis ils enregistrent et ils écoutent, mais ils ne se communiquent quasiment plus en direct et ils considèrent comme agressant le fait de devoir communiquer en direct, justement parce qu'on n'a pas le temps de processer ses émotions et qu'on n'a pas le temps de préparer sa réponse. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'orthographe est tellement dégueulasse dans les SMS, c'est parce que c'est pas qu'ils négligent l'orthographe, c'est que pour eux, c'est pas de l'écrit. Pour eux, c'est de l'oral asynchrone. Très intéressant à étudier. Bref, je reviens à la question. Oui, le problème de l'asynchrone, du coup, c'est qu'on n'est pas au même endroit. Et donc que toute cette dimension, je perçois ton non-verbal, je vois ton angoisse, je vois que tu as besoin d'aide, je vois que tu m'es reconnaissant, qui sont des éléments impalpables, mais qui contribuent à l'envie de collaborer, à la boucle de satisfaction positive de la collaboration, on ne les a pas. Pourtant, nous, on bosse en asynchrone, ou plutôt, mon entreprise est passée avec un siège social entièrement dématérialisé dans le métavers. Ce qui veut dire qu'au quotidien, je vois des avatars de mes collaborateurs, alors qui sont photoréalistes, qui sont des photos rotoscopées, je vois des photos de leur visage, mais on n'est plus physiquement dans la même pièce. Et on ne se rencontre plus. Et donc, ça pourrait être épouvantable. Mais la théorie des communautés nous dit, attention, animer une communauté, c'est pas habiter tous les uns sur les autres, comme une famille nombreuse qui partage les mêmes toilettes et avec tout ce que ça suppose de problèmes de coordination du temps et puis d'excès d'intimité parfois. Et c'est pas non plus, ouais, on se connaît, on est anciens de la même école et on se fait une bouffe tous les 10 ans. Il y a un juste milieu. Et ce qu'ils nous disent, c'est pour trouver ce juste milieu, pensons à la musique. Ce qui fait qu'une musique est harmonieuse, c'est l'alternance entre les temps forts et les temps faibles. Et donc, pour animer une communauté ou pour dynamiser une collaboration,
on peut alterner des temps forts synchrones et des temps faibles asynchrones. Donc, du moment que vous maintenez des temps forts, des moments où tout le monde se réunit, où tous les gens qui appartiennent à la même communauté se réunissent régulièrement, le bon rythme, c'est au moins 3 à 4 fois dans l'année, alors il y a suffisamment d'interhumains qui se passent pendant ces temps forts pour que ça s'auto-entretienne pendant les temps faibles. Alors, c'est quoi une communauté? Ça peut être toute la boîte parce que nous avons tous le même contrat de travail. Ça peut être toute une fonction, toute une géographie, tout un marché, tout un. Voilà, je vous laisse juge, mais il faut que tous les gens qui ont non pas simplement cette communauté de situation, j'ai signé le même contrat de travail, mais une communauté soit d'intérêt, soit de pratique, on traite les mêmes sujets, où on utilise les mêmes outils, les mêmes process, c'est bien que régulièrement ces gens-là se voient. Et quand je dis se voient, c'est se voient. C'est pas Teams, c'est se voient. Et que ce qu'ils ont à faire quand ils se voient comporte une partie conviviale. Ah oui, c'est vrai, c'est des gens sympas. Une partie inspirante. Ah ouais, certains d'entre nous ont réussi à faire ça, waouh et tout. Moi, j'ai été mis en valeur, j'ai pu raconter ce que j'avais fait. Et une partie codev, une partie productive, une partie où ils bossent ensemble, où ils produisent quelque chose ensemble, un livrable, un projet, une transformation, un machin, parce que ça leur permet derrière, quand ils sont revenus en temps faible, de dire ah ouais tiens ce machin là, bah regarde, si tu regardes bien, il a mon nez, c'est bien mon fils, mais il a aussi les oreilles de Jérôme que j'ai pas vu physiquement depuis Ah, le le dernier pauvre. temps fort, qui date d'il Ah, y le a deux pauvre. mois. Et on voit que c'est un peu notre bébé commun. Donc il y a un effet comme ça mémoriel. De, nous sommes capables de faire des choses ensemble. Notre collaboration, elle se traduit par un résultat tangible. Et donc, dans les temps faibles, bah, il faut donner des moyens, alors effectivement plutôt numériques, que les gens restent en contact, et il faut monitorer ce contact. Tiens, tu avais eu des super bons échanges avec Marianne pendant le dernier temps fort, vous vous parlez plus du tout pendant les temps faibles. Pourquoi? On pose la question aux deux. Est-ce que c'est justement que la distance géographique est pour vous insurmontable? Vous n'arrivez pas à communiquer autrement? On va trouver des façons que vous ayez régulièrement un déjeuner ensemble. Voilà. Mais on va monitorer ce qui se passe dans les temps faibles pour que ça entretienne, ça fasse durer ce qui s'est passé pendant les temps forts. Et puis ensuite, bah, on va renouveler, remettre une piqûre de rappel à chaque temps fort. Voyez ça autrement, voyez ça comme une relation amoureuse à longue distance. On est tombé amoureux, sauf que moi je vais faire mes études au Brésil. Comment on fait? Faudra bien qu'on se revoie de temps en temps. Donc il y en a un des deux qui va prendre l'avion pour aller voir l'autre, ou bien on va se retrouver aux Açores parce que c'est au milieu, puis ça parle portugais pareil, et on va se parler à ce moment-là. Mais il faut qu'il y ait des temps forts et que les temps faibles fassent durer entre deux temps forts. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, je pense. Alors, vous mettez, s'il y a une autre question, je vais vous donner mon point de vue en quelques secondes. Euh, c'est pas parce qu'on est en proximité qu'on collabore, c'est Voilà. pas parce qu'on est en asynchrone qu'on collabore pas. Hein, Voilà. la Covid nous a amené, moi j'ai dû former 4 à 5 000 managers ou équipes suite à la Covid sur le management hybride, travailler en hybride. On peut être dans le même couloir et on collabore pas. On peut être à l'autre bout du monde, mais on a des rituels synchrones ou asynchrones qui font qu'on collabore. Hein, des chercheurs vont collaborer avec le chercheur à l'autre bout du monde, mais dans le même bâtiment, ils ne collaboreront pas avec le collègue parce qu'il n'a pas le même sujet. Voilà, mais effectivement, il y a une vraie réflexion à se poser sur de quoi on a besoin et c'est quoi la meilleure façon de pas uniquement dire on collabore, mais réellement, si on regarde sur les 2 derniers mois, il y a eu des actions de collaboration. Hein, c'est effectivement ça. OK. Il n'y a pas Voilà, d'amour, il y a que des preuves d'amour, il n'y a pas de collaboration, il n'y a que des actes collaboratifs. c'est ça. Hein, mais voilà, donc on arrive au bout du temps qu'on avait prévu. Si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin, contactez-nous, posez-nous des questions, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci d'être venu cet après-midi. Est-ce que vous proposez des outils qui favorisent l'intelligence collective? Alors l'intelligence collective, c'est un gros mot. C'est ce que disait Thomas au démarrage, hein, l'intelligence collective, ça va dépendre par rapport de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on veut utiliser, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Il est 15h03.
Je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. On continue nos échanges. Merci Thomas de t'être rendu disponible malgré ton agenda de ministre, comme on dit, Merci de m'avoir pour qu'on invité. puisse, voilà, pour qu'on puisse préparer. Et des outils d'intelligence collective, ouais, on n'a plus le temps, mais on en parlera. Et notamment, il y a des outils de jeu autour de l'intelligence collective, bien sûr. Merci à tous et merci Jérôme. Merci, merci. Allez, je vais arrêter l'enregistrement. Vous pouvez télécharger le support de notre présentation et vous pouvez rentrer en contact avec nous de façon à aller plus loin, que ce soit sur les contenus, sur la mise en œuvre, sur des conseils, c'est avec plaisir. Allez, on arrive au bout. Hop, 5, 4, 3, 2, 1.